commencer tout de suite par un nouveau témoignage en images, celui de Simon Cordier. Il est conseiller irrigation du Centre de ressources et d'innovation pour l'irrigation et l'agrométéorologie, le CRIAM Sud. Il nous expose une des innovations qui se développent en matière d'irrigation. Le CRIAM Sud est une nouvelle association. Elle dispose de 3 domaines de compétences et d'expertise. Le 3e domaine de compétences est l'accompagnement des agriculteurs ou de leurs groupements à une meilleure gestion de l'eau. Pour ce faire, le CRIAM Sud installe des sondes capacitives qui mesurent l'humidité du sol à différentes profondeurs, interprètent les données recueillies sur une interface web et conseille les irrigants sur la stratégie de pilotage des irrigations afin d'optimiser les apports. Le CRIAM Sud, dans le cadre de projets d'expérimentation, teste également des outils innovants tels que la gestion automatisée des électrovannes afin de réduire encore les consommations en eau. Je vais vous présenter ici l'installation d'une sonde capacitive. La sonde capacitive mesure les humidités du sol à différentes profondeurs. Sur ces sondes à 5, 15, 25 cm de profondeur. On a aussi des sondes qui font jusqu'à 60 cm pour des cultures avec une implantation racinaire plus en profondeur. La sonde est reliée par un câble à un boîtier d'envoi qui lui va transmettre sur une interface web que vous allez pouvoir consulter via un smartphone ou un ordinateur portable. J'installe la sonde. Et ensuite je vais vérifier les données directement sur l'ordinateur. Voilà, à ce moment-là, je peux vérifier que la sonde est en bon contact avec le sol, que j'ai des valeurs cohérentes sur les 3 horizons. Alors voilà, là on voit le lien entre agriculture, nouvelles technologies. C'est une image assez nouvelle de l'agriculture qu'on peut voir là. Pour aller plus loin et en savoir plus sur ces types de solutions qu'on peut imaginer, je rejoins les intervenants de notre table ronde. André Bernard, agriculteur, vice-président Chambre d'agriculture France, président de la Chambre régionale d'agriculture de PACA. Arnaud Goffier, directeur des programmes de WWF. Et Thierry Caquet, vous êtes directeur scientifique environnement à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour à vous 3. Bonjour. On a vu tout à l'heure en début de discussion le climat, les inondations, un petit peu comment on peut essayer de travailler ensemble pour les éviter, mais éviter aussi des expansions de crues trop fortes. Mais les nouvelles techniques en agriculture, l'évolution des pratiques, l'évolution aussi sur les variétés, les espèces, ça peut aussi aider à s'adapter au réchauffement climatique. André Bernard, vous êtes aussi président des irrigants des régions méditerranéennes françaises, donc vous travaillez sur ces sujets d'irrigation depuis longtemps, j'imagine. Racontez-nous quelles sont les innovations, les nouvelles pratiques qu'on expérimente en ce moment et qu'on essaie de mettre en place pour économiser l'eau. Disons que ce que nous venons de voir avec la présentation de Simon est effectivement quelque chose que nous développons depuis quelques années dans les parcelles et dans les serres. Ça permet de piloter au plus juste l'irrigation en la fractionnant, en apportant juste ce qu'il faut à la plante. Et la nouvelle génération de ces sondes permettent aussi de mesurer la fertilité disponible dans le sol. Donc on peut ajuster parce que la culture qu'on a pu voir est des tomates qui sont irriguées au goutte à goutte. Le goutte à goutte est enterré dans le sol et on fait de la fertilisation ajustée. Donc effectivement, toutes ces techniques sont très intéressantes pour ajuster au mieux l'apport d'eau au moment où il faut. On prend juste ce qu'il faut d'eau pour arroser. Alors, peut-être pour préciser, puisque la tomate industrie, c'est quelque chose que je connais un peu, quand j'ai commencé à 10 ans, j'arrosais des champs à l'arrêt, on faisait couler de l'eau. Quand je me suis installé à 20 ans, j'ai acheté un enrouleur, des asperceurs. Quand j'étais gamin, c'était 40 000 m3 à l'hectare. Avec l'enrouleur, c'était 7 000 m3. C'est pas mal. Avec le goutte à goutte, on est tombé à 5-6 000. Et avec ce système-là, en fractionnant, on tombe à 2500-3000 m3 à l'hectare. Voilà ce que j'ai pu, en une cinquantaine d'années, voir et le vivre chez moi, puisque ces sondes, il y en a chez moi sur l'exploitation. Alors ça, c'est une technique qui permet d'économiser l'eau. Après, l'eau, il y a aussi d'autres façons d'aboutir à ce défi que nous devons relever. Ça a été dit tout à l'heure par le premier intervenant. Il y aura de moins en moins de précipitations, et surtout dans une période beaucoup plus concentrée sur certaines périodes. Donc cette eau, il faut pouvoir la stocker et pouvoir la mener au bon moment où il faut, quand il faut. Nous sommes pas il y a un phénomène de baisse, mais nous sommes surtout dans un besoin de gestion optimisée de l'eau au mieux, parce que chaque goutte d'eau va être essentielle. Pour nous, dans le Sud, on sait que cette eau est essentielle à la vie, et sans irrigation, on n'arrive pas à produire. Alors on peut aussi, et on doit, et on y est dessus, travailler à tout un certain nombre de mesures d'évolution de pratiques, par les pratiques de travaux de sol, de couverts végétaux à certaines périodes, sur certains endroits l'agroécologie avec de l'ombrage,
Et aussi des techniques qui sont plus modernes aujourd'hui, que nous expérimentons aussi, qu'est l'agrivoltaïsme. Avec des serres ou des ombrières, on permet de réduire l'évapotranspiration et d'éviter le coup de chaud à la plante et de réduire de 30 à 40%. Nous expérimentons les deux systèmes, ombrières et serres, au niveau des chambres d'agriculture, avec les stations et chez les agriculteurs. Et ça donne des résultats très encourageants. Ça veut dire qu'on produit de l'énergie et en même temps on fait Tout de à fait. l'ombre aux On plantes. cumule la production agricole en se protégeant des événements climatiques extrêmes, en réduisant la consommation d'eau et certains intrants, et en produisant aussi de l'énergie sur le même espace. Donc là, il y avait vraiment quelque chose de très fort à développer très rapidement, parce qu'on relève le double défi de produire, diminuer la consommation et de produire de l'énergie. D'autres points à voir aussi. Alors, le goutte à goutte que nous avons développé, puisque moi, ça fait plus de 30 ans que je mets du goutte à goutte, on constate quand même quelque chose, qu'avoir à pousser au maximum l'économie d'eau. On a un effet pervers, c'est-à-dire que la faune sauvage n'a plus rien à boire. Et aujourd'hui, j'ai un salarié qui s'occupe de l'irrigation et qui passe une partie de sa journée à réparer les tuyaux de goutte à goutte qui ont été croqués par les sangliers, les lièvres, les lapins et les faisans. Alors nous en sommes rendus à laisser en bout de rangée à certains endroits des fuites volontaires exprès pour avoir de l'eau à certains endroits, parce qu'on se rend bien compte que les abeilles arrivent dès qu'il y a un peu d'humidité, les lièvres, les lapins, les faisans viennent boire. Donc effectivement, on a ce besoin-là, parce que quand on arrosait en gravitaire, il y avait des percolations en bout de rangée, ça allait dans les fossés, il y avait de l'eau partout. Quand on arrosait l'aspersion, il y avait malgré tout des flaques et de l'humidité, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Et une des problématiques des apiculteurs aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette humidité ambiante n'existant plus, la canicule montant chaque année un peu plus, il y a des difficultés pour alimenter les ruchers. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte et les travaux que nous menons au niveau des chambres d'agriculture, en partenariat avec les instituts et les stations expérimentales, vont dans ce sens de comment améliorer nos pratiques pour moins consommer d'eau. En viticulture, on a installé des vignes avec du goutte à goutte enterré à 70 cm de profondeur pour diminuer l'apport d'eau, avec un couvert végétal résistant au climat méditerranéen qui limite l'évapotranspiration. Toutes ces combinaisons, elles sont là. Il faut pouvoir les confirmer et surtout les déployer très rapidement. Et je termine mon propos en disant qu'il faut que l'administration, qui a un phénomène de blocage sur ce qu'est l'agrivoltaïsme, regarde ça de très près, parce qu'il faut relever ce défi. Merci. Merci beaucoup. Alors on voit que les agriculteurs, on voit que ça évolue vite. Technologie, expérimentation, goutte à goutte, il y a vraiment quelque chose qui se passe très fortement. Je me retourne vers vous, Arnaud Goffier, qui représentait donc l'organisation non gouvernementale WWF. Qu'est-ce que vous en pensez de ces expérimentations? Ça va vite, ça va dans le sens de s'adapter au réchauffement climatique. Est-ce que pour vous c'est suffisant et de continuer à produire local? Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce que WWF a d'autres attentes encore? Je dirais que c'est suffisant. Tout dépend de quelle sera l'ampleur du changement climatique auquel on sera confronté. Et c'est bien ça la question et la difficulté pour tous les acteurs, en particulier les agriculteurs, pour pouvoir se projeter. Donc on est face à une incertitude qui est importante. Vous avez vu les impacts qu'on a là aujourd'hui avec 1 degré de réchauffement global, 1,8 en France. Les émissions actuelles nous mettent sur une trajectoire à plus 4, plus 5 degrés. Enfin, on rentre dans un autre monde. C'est complètement différent. Ça n'a plus rien à voir. Et malheureusement, plus 4, plus 5 degrés, ce n'est pas toutes les innovations qu'on a citées là qui pourront résoudre ça. Ça va être des changements d'une ampleur beaucoup plus profonde que ce qu'on voit actuellement. Donc, le premier élément de réponse, c'est tout dépendra de l'ampleur du changement climatique auquel on aura à faire face, d'où l'importance de réduire les émissions le plus rapidement possible pour pouvoir juste être en capacité de s'adapter. Alors, sinon, c'est quoi à partir d'un seuil, on ne pourra plus s'adapter. Tout simplement, on subira. Donc là, ces innovations technologiques, elles sont intéressantes toutes. Oui. Nous, en tant qu'ONG environnementale, on les renie pas et on ne les repousse pas. Vous allez parler, je pense, de sélection variétale. On va y venir tout de suite. On est loin d'être pro-OGM, mais la sélection, en tout cas, peut avoir un rôle. La sélection d'espèces de variétés beaucoup plus tolérantes à la sécheresse. On insiste toujours sur un point qui est attention toutefois aux solutions qui sont extrêmement coûteuses d'un point de vue financier, d'un point de vue environnemental et du point de vue aussi de l'acceptabilité auprès du grand public. Donc on a des solutions, je pense au stockage de l'eau. Voilà. Premier point, on n'est pas anti-stockage. On va arriver dans certaines régions. On sait très bien que pour continuer tout simplement à produire, il faudra stocker. Stocker pour avoir l'eau quand on en a besoin. Exactement. Donc on n'est pas ayatollah là-dessus, on n'est pas du tout anti-stockage. Après, il y a plein d'autres questions que ça génère. On stocke pour produire quoi ? Si on stocke pour continuer à faire du maïs en monoculture, pour faire du bioéthanol, on peut, je pense, légitimement se poser la question, est-ce que c'est vraiment la priorité dans le monde vers lequel on va ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas stocker plutôt pour faire des cultures alimentaires ?
des cultures alimentaires à destination des animaux ou des humains. Voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent derrière ça. Et si on va vers du stockage, à notre sens, la priorité doit être pour l'alimentation humaine. Enfin, l'autre point, c'est que je disais attention à ces solutions extrêmement coûteuses. On a aussi des solutions qu'on appelle, c'est un peu le mot-clé, le buzzword en ce moment, les solutions fondées sur la nature. On n'a rien inventé, c'est utiliser les zones humides, préserver les zones humides pour faire face aux périodes d'inondation, pour avoir aussi des zones un peu éponges pour faire face aux périodes de sécheresse, préserver des zones d'épanchement pour les crues des rivières, etc. Jouer sur l'agroforesterie pour éviter trop d'évapotranspiration dans les champs. Enfin, il y a énormément de choses qu'on connaît, qu'on a parfois oubliées, qu'on redécouvre, qu'on maîtrise un peu mieux, la couverture des sols aussi. Il faut pouvoir jouer sur tout ça. Et puis, dernièrement, au-delà de toute l'innovation, qu'elle soit agronomique, technologique ou sur la sélection variétale, il faudra se poser la question de changements beaucoup plus systémiques à l'échelle des territoires. Où dans certains territoires, tout simplement, on ne pourra plus produire certaines cultures. Et derrière, on aura des effets en cascade sur des filières qu'il faudra complètement restructurer. Et c'est une réflexion que je pense on doit mener collectivement, ONG, pouvoirs publics, agriculteurs, puisqu'il y a certaines filières qui vont vraiment souffrir là. Alors, on part des innovations pour arriver à des changements de fond où on ne pourrait plus produire tout ce qu'on veut sur certains territoires. Donc j'ai besoin de l'œil du chercheur, Thierry Caquet, pour me dire, est-ce que ces innovations, elles représentent quand même quelque chose d'assez énorme, l'évolution de l'agriculture? Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que vous êtes aussi pour ces changements de fond et cette approche systémique? Alors, c'est pas pour faire dans le consensuel, mais je rejoins mes deux partenaires de table ronde sur ce qui a été dit. En fait, effectivement, on peut imaginer un certain nombre d'adaptations qu'on appelle souvent incrémentales. Donc, certaines ont été évoquées. On peut parler de la sélection variétale. Alors, quand on dit sélection variétale, c'est pas nécessairement d'ailleurs de nouvelles variétés, mais c'est de tester les variétés du catalogue, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément utilisées, mais dans les conditions futures. Et ça, c'est des systèmes qu'on déploie notamment à INRAE, mais d'autres le font, où on teste dans des conditions de température augmentée, de CO2 augmenté, que donnent ces variétés anciennes, et puis les variétés nouvelles qu'on essaye de sélectionner. Et puis, c'est aussi penser à les déployer de manière peut-être combinée, en diversification au sein d'une même parcelle, pour avoir des plantes on va dire, de stature différente, des enracinements plus ou moins profonds, ou des plantes des variétés qui ont une capacité à exploiter les ressources en eau de manière différente pour produire de la biomasse. Mais là, quand on fait ça, on reste toujours sur l'aspect production. Alors la production, on le sait, c'est essentiel pour les agriculteurs, mais on ne produit pas de manière inconsidérée, et on ne produit pas pour produire. On produit parce que derrière, il y a toute une chaîne de valeur, il y a des besoins, il y a des acheteurs, des transformateurs, des consommateurs, et ça a été évoqué par Arnaud, il faut vraiment faire bouger l'ensemble de la chaîne de valeur, et ça pose des questions aussi de déclinaison territoriale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partout la même chose, et des leviers qui ne seront jamais utilisés de manière unique, ça sera toujours des combinaisons de leviers, parce que chacun a un effet partiel. Ce n'est pas les mêmes combinaisons qu'on pourra déployer dans le sud-est de la France, qu'en Bretagne d'où je viens, ou dans le nord de la France. Donc il faut vraiment être capable de raisonner à la fois la combinaison des leviers sur l'unité de production, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et sa déclinaison par filière, ça a été dit, mais aussi de manière transversale. Et c'est vraiment le territoire qui va être l'endroit où vont se retrouver les acteurs. On parle de gestion des risques, on l'a vu dans les reportages, mais c'est aussi la gestion de la production, c'est peut-être la relocalisation de certaines productions et de l'outil de transformation qui va avec, parce que le système français s'est construit, il est comme ça, sur une hyper spécialisation des régions, et peut-être que ça aussi, il faut qu'on commence, on parlait d'évolution systémique, transformante peut-être, il faut peut-être commencer à se poser des questions sur l'organisation territoriale de toute la chaîne de valeur. C'est pas simple, enfin, on le sait très bien tous. Et je dirais, pour nous, Institut de recherche, l'idée, c'est de ne pas privilégier une solution plutôt qu'une autre. On retrouve tout ce qui a été dit là. On pourra en rajouter d'autres. Réutilisation des eaux usées traitées. On peut penser l'agroécologie, la diversification. INRAE est très en pointe sur ces sujets. Et puis, c'est aussi le fait de mieux partager peut-être les connaissances de la recherche, les connaissances des instituts techniques, et puis aussi les connaissances des acteurs de terrain, parce que ça a été dit aussi par Frédéric Moll aussi, les gens du terrain, ils connaissent leur terrain, ils savent des choses. Et donc, ce qu'on essaye de pousser de plus en plus, c'est ce qu'on va appeler l'innovation ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc top-down où les chercheurs, dans leur labo, passent aux instituts techniques et passent vers les acteurs. C'est vraiment co-construire. Je crois que le mot est employé par Frédéric Moll aussi. Ça a été dit aussi par André Bernard. On est dans cette logique de la co-construction. Et la co-construction, ça commence par le respect de l'autre et par le respect du point de vue. Et on ne cherche pas forcément le consensus, mais au moins on en parle et on essaye de se mettre d'accord
au moins sur un socle minimum, et c'est par le dialogue qu'on avance. Alors justement, consensus ou pas, André Bernard, est-ce que justement les agriculteurs sont aussi dans cette vision d'une approche systémique, d'une approche territoriale, où on produirait peut-être pas tout au même endroit, enfin dans les différentes régions? C'est des changements de fond quand même, hein, c'est des changements profonds. Oui, mais je crois que le monde agricole a su en permanence s'adapter et évoluer. Effectivement, nous sommes devant un défi, c'est de continuer à pouvoir produire de l'alimentation et des bioproduits en tenant compte du climat, en tenant compte de ce qui se passe. Et ça, je crois que les chambres d'agriculture sont tout à fait à l'écoute et à l'action pour accompagner ce chantier. Moi, je voudrais juste dire 2 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Et il faut quand même, je ne sais pas si tout le monde sait combien nous consommons d'eau par jour. Mais nous consommons 3 litres d'eau pour boire, 150 litres à l'hygiène et 2000 à 2500 pour manger. Cette eau qui tombe et que nous utilisons qu'à hauteur de 1,5% par l'irrigation en France, il faut peut-être qu'on ait une capacité, vous l'avez dit, à construire des retenues pour pouvoir stocker l'eau quand elle tombe de façon abondante, éviter ou diminuer les phénomènes de crue, mais ça restera quand même limité, ne rêvons pas. Hein. Par contre, les retenues que vous faites pour éviter les crues, il faut peut-être les faire un peu plus grandes et laisser 10-15% de plus d'eau pour pouvoir répondre aux besoins des agriculteurs pendant l'été. C'est ce qui se passe à Serre-Ponçon, puisque sur les 2 milliards de mètres cubes stockés, 200 millions sont réservés à l'agriculture, le reste c'est pour l'usage humain. Si vous venez en vacances dans le sud-est, sur la Côte d'Azur, c'est parce qu'il y a Serre-Ponçon et le Verdon. Sans ça, l'été, ça serait un désert. Donc il y a des visionnaires qui l'ont fait au siècle dernier. Nous en sommes aujourd'hui à un virage dans ce qui se passe au niveau du climat. Nous devons absolument adapter nos pratiques, absolument faire évoluer nos cultures, mais aussi repenser cette vision sur le stockage de l'eau et le partage de cette eau qui est essentiel. Et le monde agricole est le premier à économiser l'eau pour le laisser aux autres. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Il en va de ce qu'on veut laisser à nos enfants demain. Merci. Ce que je retiens, c'est aussi le dialogue, hein, c'est le travail, hein, c'est ce que vous aviez dit. C'est ce que disait Thierry Gaquet, de ne pas travailler chacun dans son coin, de partager et de pouvoir discuter de ça, y compris des choses qui sont un peu compliquées à discuter. On veut bien le comprendre, mais bon. On parle de bien commun, et bien commun, c'est à la fois la santé, c'est bien sûr l'eau, c'est l'air que l'on respire. Et effectivement, le fait de pouvoir se nourrir de manière saine et durable, ça fait partie pour moi d'une logique de bien commun. Peut-être pour compléter ce qu'a dit André Bernard, on parle de retenues. Alors les retenues, il ne faut pas les faire partout, n'importe comment. Et stocker de l'eau, ça a un impact aussi sur la qualité de l'eau que l'on stocke. Donc des retenues à ciel ouvert où on va avoir une perte par évaporation, peut-être une eutrophisation par des dépôts d'azote par exemple, ce n'est pas forcément une eau de très bonne qualité. Et donc il faut raisonner aussi la qualité de l'eau qu'on stocke, parce que cette eau qu'on va utiliser pour l'irrigation, elle va aussi se retrouver après, pour une partie peut-être dans le milieu naturel. Donc on a aussi un impact indirect sur les milieux naturels. Et un point qu'on n'a pas abordé, juste très bref là-dessus, on parle effectivement de retenue, on parle de lutte contre les inondations, mais il y a aussi cette logique de favoriser la recharge des nappes. Ça a été évoqué par Arnaud avec les zones humides. Les zones humides, c'est aussi des lieux d'infiltration, d'épuration aussi des eaux, et ça permet une certaine recharge. Et on connaît tous le problème de l'artificialisation d'une grande partie du territoire. Alors, les chiffres, on peut toujours en discuter. Un département. On dit un département. Voilà, bon. Mais sans rentrer dans un débat de chiffres, le simple fait de favoriser, lorsque le substrat le permet, l'infiltration pour la recharge des ressources profondes, qui elles ne sont pas altérées par l'évaporation, c'est une mesure qu'on pourrait qualifier de sans regret. On voit les lois qui avancent pour dire stop à l'artificialisation, on veut reconquérir la qualité des sols, mais cette question des sols, elle est centrale aussi pour l'infiltration, pour la production et pour l'épuration de la qualité de l'eau qu'on va rendre au milieu. Un petit mot Arnaud, et puis après juste un mot, mais c'est très important, je pense, ce que disait Thierry Caquet sur les mesures sans regret. Ça, quand je disais les mesures qui ont un coût environnemental, foncier, humain important, financier, humain important, les retenues, c'en est un. C'est l'exemple type de projet coûteux, difficile à faire passer sur les territoires et avec un impact environnemental important. Donc il faut les faire avec discernement. Et surtout se projeter, parce qu'une retenue, elle est là pour 70, 80 ans. Serre-Ponçon, je ne sais pas quel âge il a 60, 70 ans le barrage. 60 ans plus. Voilà, Serre-Ponçon, c'est un très beau barrage, encore faut-il être en capacité de le remplir. Dans les années qui viennent, vu l'état de l'enneigement dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes du Sud, je ne sais pas quelle est la capacité de remplissage du barrage de Serre-Ponçon. Donc quand on construit une retenue aujourd'hui, il faut pouvoir se projeter à un horizon 50-70 ans. Alors que des solutions fondées sur la nature, on citait les zones humides, ce sont des solutions sans regret et surtout assez facilement réversibles. André, un mot pour conclure un petit peu notre table ronde et pour parler de ces solutions naturelles. Le monde agricole sur Serre-Ponçon
à travers la commission exécutive de la Durance, on a fait 40% d'économies sur le volume d'eau utilisé par l'agriculture depuis les années 60. Pas mal. Premier chiffre. Deuxièmement, tout individu qui met en bas de ses gouttières des cuves pour récupérer l'eau, pour arroser son jardin ou laver sa voiture, est un très bon citoyen. Un agriculteur qui veut faire un trou dans son exploitation pour stocker de l'eau, il a toutes les difficultés de la terre, pour ne pas dire qu'il finit au tribunal. Donc il faut des solutions administratives un peu plus il faut une souples. compréhension de tout le monde. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce bien, il est commun. Il faut qu'on le partage. Il faut qu'on le respecte. Mais il faut aussi de l'eau pour vivre. Et on ne peut pas imaginer que notre pays, qui reçoit quand même entre 700 et 800 mm d'eau en moyenne en France, on importe des produits alimentaires de pays qui n'en reçoivent pas le Mais quart. oui. Il y a quand même des questions à se poser. Donc soyons capables de gérer au mieux cette richesse qui nous tombe sur la tête chaque année, de la partager, de le stocker, de l'optimiser en usage, de faire tous les travaux qu'il faut pour qu'on soit plus efficient encore. Oui, nous, on a de l'avenir, et je crois que c'est ensemble qu'on trouvera les solutions si on sait se parler, comme on l'a fait sur les inondations il y a 10 ans quand on a commencé à se parler. C'était un peu au frontal. Moi, je me suis occupé du dossier des inondations du Rhône en 2002-2003. C'était la guerre. Et on a construit des très belles choses. Et l'agriculture peut se développer sur des zones inondables et absorber l'excédent d'eau quand c'est nécessaire pour protéger la communauté. Donc oui, c'est en se parlant qu'on saura construire ensemble et que la recherche fasse son travail, que l'administration autorise et réglemente ce qu'il faut et que le monde agricole que je représente soit accompagné dans toutes ces mutations. Merci. Merci beaucoup, avec un message d'espoir, hein, quelque part, et de réalité, puisque ça commence, le dialogue commence, et a déjà commencé. Vous m'avez fait en plus une transition, puisqu'on va parler justement dans notre dernière séquence sur le partage de l'eau. Merci beaucoup à vous trois. Je vous propose donc tout de suite de passer à notre troisième et dernière séquence sur la question du partage de l'eau.